Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Allez, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre matinale qui vous donne les ingrédients qu'il faut pour bien démarrer la journée. Allez, Angeval est absent et donc c'est moi qui aurai l'insigne honneur de vous entretenir pour le reste de cette semaine. Au programme de notre rendez-vous de ce jour, on démarrera au marché Gouro d'Adjamé avec Cécile Huemin qui nous propose une immersion au cœur de ce marché pour nous proposer un sujet qui, je suis sûr, va vous intéresser. On passera par la case intégrale de la revue de presse avec Karine Agora et Dr Touré Amidou et on recevra Marina Kwaku. On est mardi aujourd'hui, avec elle, ce sera le fact-checking pour nous permettre de démêler le vrai du faux sur les réseaux sociaux. Et puis, on aura bien évidemment notre expert Sandrine Adon, avec qui on va parler aujourd'hui de bigamie. Restez en notre compagnie parce qu'il y a des choses intéressantes à savoir. Et puis, bien évidemment, tout ceci sera saupoudré d'informations sur le trafic routier avec nos différents points focaux. Mesdames et messieurs, bienvenue à Matin Bonheur. Bonjour, j'espère que vous êtes bien réveillés et que vous êtes confortablement bien installés. Nous sommes ici au marché Gouro d'Adjamé et aujourd'hui particulièrement, nous allons nous intéresser à quelques fruits vendus ici dans ce marché. Alors venez, suivez-moi pour qu'on déguste les fruits ensemble. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Voilà, et on va voir un peu notre vendeuse de fruits. Bonjour, bonjour. Qui est ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On a mangue, on a papaye, on a pamplemousse, on a avocat, on a coco, on a banane, on a ananas aussi. Et tes fruits là, ça vient d'où? On décharge à la gare de Burkina. On appelle ça gbeba. C'est là-bas où ça va prendre pour venir vendre. Moi, je veux avoir le prix de chaque fruit. Alors, par exemple, je vois cette grosse papaye là. C'est 5 à 2000. 5 à 2000. Maintenant, les mangues. Les mangues là. C'est les mêmes types de mangues? Oui, oui. Ça, c'est Rita. Ça aussi, c'est Rita. Ça, c'est quinte mélangée greffe. C'est quinte mélangée greffe. Là-bas, il y a 3 à 500, il y a 4 à 500, il y a 5 à 1000 francs. Là, il y a 4 à 1000 francs, 3 à 1000 francs. Telles que les mangues là sont vertes là, est-ce qu'on peut consommer ça maintenant? Oui, oui. Il faut voir dedans. Ça vit dedans. Qui sont tes clients? Ce sont beaucoup de... Il y a les Beressés, il y a tous les intimis qui viennent. Toutes les intimis. Ah, ici c'est le fief de Gros. Voilà. Donc si moi je veux vendre les fruits, c'est... Viens chez moi. Moi, je fais en gros. Je fais détail. Si tu veux venir prendre en gros. Si tu veux prendre détail. Détail et en gros, c'est pas le même prix. Maintenant, pour quelqu'un qui veut faire la salade aux fruits, quels sont les mélanges que tu lui conseilles? Il y a papaye, il y a mangue, il y a ananas, il y a pamplemousse. Moi, ils ne vendent pas pommes. Sinon, il y a des gens qui payent pommes pour mélanger avec. Et puis pastèque aussi. Voilà. Donc, pour le moment, parce qu'il y en a pas sur le marché. Quand tu viens les matins, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ça se passe bien. Quand je viens le matin, je viens ouvrir mon bagage, je commence à placer. Comme dans nos mails, tu vois là. Je commence à placer. Puis les clients viennent. Les fruits là viennent propres comme ça? Oui, ça vient dans le carton. Quand ça vient dans le carton, on enlève dans le carton. Puis on met dans le gros bassine là. On met dedans. Ça dort. Et le lendemain matin, on enlève. Puis on place comme ça. Que les clients viennent pas. Mais quand ça va comme ça là, les clients pensent que genre c'est pas joli, c'est tout pourri, on a mis dedans. Donc, quand tu places comme cela là, vous voyez que c'est bien propre, c'est joli. Je t'ai vu laver des fruits. Les papas, ils sont bien laver. Donc ça vient. Les papas, on lave. Mangue, on lave pas. Maintenant, pourquoi tu laves les papayes là? Papa, la paille, lui, il vient, c'est trop sale. Tu vois, non? Il y a des produits, on met dessus. Ça fait que le produit là, si tu ne laves pas, ça ne devient pas joli comme cela. Tu vois, il faut que tu laves. Que ça devient joli. Puis tu places
C'est bien joli. Mélange là. Maintenant, je peux m'asseoir. Paille à 2000 francs. 4 noix de coco à 1000 francs. La banane à partir de 100 francs. La mangue à partir de 500 francs CFA. Aliments accessibles, nutritifs et fortement présents dans nos habitudes alimentaires. Les fruits que sont la mangue, la papaye, la banane restent un incontournable dans nos assiettes. Des produits qui font vivre de nombreuses familles et commerçantes. Voilà, toujours un plaisir de voir Cécile Huémin dans tous ces marchés qu'elle parcourt pour nous proposer des sujets hyper intéressants avec ces dames qui se réveillent très tôt le matin, comme toute l'équipe de Matin Bonheur ici en studio, depuis la régie jusqu'au studio ici, tous les cadreurs et les cadreuses, parce qu'on a 2 dames aujourd'hui en studio qui sont avec nous et qui vous livrent un travail formidable du lundi au vendredi. Allez, on l'a dit, l'intégrale de la revue de presse avec Dr Touré Hamidou qui signe son grand retour. Docteur, comment ça va? Bonjour. Bon, vous avez faussé compagnie pendant quelques jours, Oui, mais on est très heureux de vous retrouver. Docteur Touré Hamidou, qui, je le signale, sera en présence, en compagnie plutôt de Karine Agora, pour la revue de presse, puisque bon, nous, on fait l'antenne aujourd'hui en remplacement d'Angeval, à qui on passe le bonjour. Donc c'est Karine qui sera avec vous aujourd'hui, et j'imagine qu'on va parler du Massa, forcément. Absolument. C'était donc la grande activité du 11 au 18. Au 18. Oui. C'était la grande activité. Il y a eu un déferlement humain sur Abidjan. C'est le cas de Il y a eu beaucoup de scènes de Massa Fitini, etc. et partout dans tout Abidjan. Oui, le Massa Fitini qui était la grande innovation de cette année. La grande innovation. Absolument. Vraiment intéressant. Avec un concert de fin aussi gigantesque de Tikendia Fakoli. Oui, bon, Tikendia Fakoli, où il y a eu une petite polémique qui n'avait pas lieu. Il a dit que ce n'était pas le coupé décalé. Mais est-ce que le docteur a pu se rendre sur place pour suivre le Massa? Non, je l'ai suivi pour une fois à travers la télévision, à travers les reportages, parce que, comme tu le sais très bien, je n'avais pas la possibilité d'y être. C'est cela. Et le Massa qui aura drainé plus de 500 000 personnes en termes de visiteurs. Des délégations venues de partout dans le monde entier. Vraiment. Des promesses d'achat qui se chiffrent à des milliards. C'est pour ça qu'on parle d'un marché. Voilà, donc chacun vient faire ses emplettes. Voilà, on se rencontre, les professionnels sont là, venus de près de 72 pays. C'est énorme. Je pense que le Massa a basculé dans une autre dimension. Je pense qu'en Afrique, c'est l'industrie culturelle qui a le droit de citer. Oui, le Massa qui a été chapeauté par le commissariat général de ce marché-là, à qui, franchement, on tire notre chapeau, même si on n'en a pas porté, on tire notre chapeau pour leur dire bravo. Bravo, parce que justement, pour une activité comme le Massa, il faut que ce soit des professionnels qui gèrent cette activité. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas droit à l'erreur. 14e édition, vraiment, il y a eu une progression de ce Massa jusqu'à aujourd'hui, ce qui veut dire que les gens sont imprégnés et on en fait
une activité phare, parce qu'il ne faut pas oublier que le Massa aussi est pourvoyeur d'emploi. Oui, pourvoyeur d'emploi. On a vu avec toutes les scènes qui ont été proposées, tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de ce marché-là. En tout cas, bravo au ministère de la Culture aussi. Le ministère de tutelle. Oui, le ministère de tutelle qui a chapeauté. Et comme elle disait, Madame le ministre, à la cérémonie de clôture, aujourd'hui, l'Afrique exporte et l'Afrique s'impose à travers l'industrie culturelle. C'est cela, et l'Afrique qui s'impose. Et la présidente du Sénat qui a présidé la cérémonie de clôture aussi n'a pas dit autre chose que cela. La Côte d'Ivoire qui aujourd'hui continue d'être sous les feux des projecteurs. Succès diplomatique, succès économique. Oui. Voilà. Bon, il n'y a pas que le Massa dont vous parlerez aujourd'hui dans l'intégrale de la revue de presse. Il y aura d'autres sujets. Je l'ai dit, ce sera en compagnie de Karine Agora aujourd'hui qui va nous rejoindre. Karine Agora qui est en train de venir. Docteur, on va se lever pour accueillir Karine Agora. Bon, et mon émetteur qui est en train de me lâcher. Attends, on va le fourrer dans la poche. Voilà, pour nous permettre d'être tranquille. Karine, c'est vous qu'on attend. Voilà, qui sera en compagnie de Docteur Touré. Venez. Je le rappelle, Docteur Touré, analyse du discours médiatique. Karine, passez par ici. Ça va? Ça va. Voilà, et on va y aller directement, selon ce que la voix Karim nous dit. Et nous, on vous laisse donc y aller. Et puis, on se retrouve dans quelques petites minutes. Merci d'être en notre compagnie. Les nounous, les parents, Tata Yann est là. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Madame, monsieur, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour l'intégrale donc de la revue de presse de ce mardi. Vous le savez, nous sommes en compagnie de Dr Touré. Dr Touré, bonjour. Bonjour, Karine. Heureuse de vous retrouver. Pareil pour moi. Super. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure avec Renaud le Massa. On va commencer par ça. Le Massa qui a répondu, qui a fait un succès phénoménal, on va le dire. Oui, 500 000 visiteurs. C'est énorme. Le Massa a sa 14e édition. Le Massa aujourd'hui a basculé dans une autre dimension du fait d'une énorme programmation. Et il faut le dire aussi, sans se tromper, que le Massa, c'est la promotion vraiment de l'industrie culturelle en Afrique et aujourd'hui qui a le droit d'être cité. Il y a eu la ministre Kandia Camara, qui était la marraine de la clôture, qui a parlé de succès aussi économique. Succès économique, naturellement, parce que c'est un marché. Donc, qui dit marché, il y a des échanges, il y a des achats, etc. Et puis, il y a eu des expositions un peu partout, surtout le marché. C'est un marché, et donc c'est un succès économique. C'est aussi un succès diplomatique, parce qu'il y a plusieurs pays qui viennent, et le pays invité d'honneur était le Maroc. On a vu à la cérémonie d'ouverture, donc on a vu toute une panoplie de culture, d'art, d'artistes, etc. Et naturellement, si on parle de diplomatie, c'est un succès total et phénoménal. En tout cas, c'était une très belle réussite, comme le dit notre journal L'Agora de ce matin, une très belle réussite. C'était une très belle réussite, la preuve, Madame le ministre l'a dit. Aujourd'hui, c'est une industrie culturelle, c'est un levier économique, mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique impose et l'Afrique exporte. On ne se contente plus de produits. Il y a eu aussi un espace pour les enfants cette année. Oui, Massa Fitini, c'était pour les enfants, pour dire que le Massa intéresse tout le monde, du plus grand au plus petit. Et c'était une innovation de taille. Elle a eu le succès qu'il fallait. Donc, on ne peut que saluer l'avènement de ce pan-là à l'intérieur du Massa. Et on va terminer avec le prix Henriette Diagri Diabaté qui a été remis cette année à la fille du phénoménal Alpha Blondy. Oh oui, tel père, telle fille. On va dire comme ça. Et c'est vrai, donc elle a remporté ce prix-là. Bravo à elle, bravo à la famille Alpha Blondy. C'est dire aussi qu'à un moment donné, on ne repose pas sur ses lauriers. Quand on a un père qui a la dimension d'Alpha Blondy, il faut aussi travailler. Je pense que son travail a été reconnu. Son travail a été récompensé et c'était une grosse pression pour elle, comme vous l'avez dit, être donc à la hauteur de son père. Et on sait qu'elle est sur la bonne voie. Elle ne va pas atteindre les hauteurs de son père, mais elle va lui retrouver.
C'est ça, c'est ça. On espère qu'elle fasse plus que le maître, pourquoi pas. Faut-il le maître pour être plus que le maître? Moi, je pense qu'elle a toute la bénédiction de son père et au fur et à mesure, elle va grandir, devenir voilà, la fille du phénomène Alpha Blondy et elle aussi une phénomène. Si je peux ainsi m'exprimer, Soukeina. Super, super. On va aborder un autre sujet. Le deuxième point de notre jour aujourd'hui, c'est l'assurance agricole pour les producteurs. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que vous savez, un travailleur, à un moment donné, il va à la retraite. Et quand on part à la retraite, il faut avoir des revenus pour survivre. Et aujourd'hui, on a pensé à cela. Et vous avez vu que le ministre de la Protection sociale, le ministre de l'Agriculture se sont rendus à la FAO. Ils ont été reçus par le directeur général de la FAO pour parler vraiment de l'agriculture. Et ce qui est intéressant, aujourd'hui, il y a ce projet qui est en place pour permettre aux agriculteurs, une fois à la retraite, enfin, l'âge faisant foi, ne peuvent plus aller au champ. Ils ont une retraite, ils peuvent vivre décemment du fruit de leur labeur. Vous êtes un expert, donc je vais profiter de votre expertise pour décrypter un peu cette image qui parle. Oui, une image assez forte. On voit des mains. Oui, c'est une image assez forte. Vous avez la FAO qui gère tout ce qui est agriculture. Et puis vous avez d'un autre côté le ministre de l'Agriculture qui, lui, également pense agriculture à l'ivoirienne. Mais en même temps, il y a celui de la protection sociale. Donc, deux leviers importants pour que l'agriculteur puisse se sentir vraiment à l'aise. Et c'est important parce que, si vous remarquez, il y a, Bruno Navané connaît, l'a si bien fait remarquer, il y a un géoréférencement aujourd'hui des parcelles pour qu'on sache à qui revient ces parcelles et qu'est-ce qui a été fait. Donc, il y a des investissements en cours pour les agriculteurs, de sorte qu'on puisse vivre décemment de l'agriculture. Et vous savez que l'agriculture, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Quoi de plus normal que ceux qui y sont vivent aussi pleinement du fruit de leur labeur. Et c'est tout cet ensemble, tout ce qui... Voilà, donc, main dans la main, on assure la solidarité, la cohésion autour de cette activité pour que, enfin, l'agriculteur se sente vraiment aimé, qu'il y ait une préoccupation pour les décideurs. Il y a plusieurs réformes au niveau de ce secteur. Absolument. Oui, il y a plusieurs réformes, comme on vient de le dire. Il y a le référencement, géoréférencement. Également, il faut comprendre que tout ceci va permettre naturellement au ministère de la Protection de pouvoir créer un cadre qui puisse permettre aux uns et les autres qui ont travaillé durablement puissent avoir une retraite assurée. Une retraite assurée, les enfants aussi. Ah oui, bon, c'est tout un cycle. Tout le monde en profite. Tout le monde en profite. Oui, absolument. Super, super. Alors, on va aborder encore un autre point de notre entretien, docteur Touré. 7,2 milliards de francs CFA de subventions à 100 000 ménages bénéficiaires sortant de filets sociaux. Les filets sociaux, nous savions que c'était 36 000 francs qu'on donnait à des familles assez vulnérables, touchées. Voilà, trimestriel. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y avait des ménages éligibles qui ont fini. Il faut passer le relais à d'autres. Et donc ceux-là ont été accompagnés à hauteur de 72 000 francs pour qu'ils puissent renforcer leurs activités génératrices de revenus. Ils ont participé naturellement à cette cérémonie qui a eu lieu dans le handball à Kachola, en présence de Goldman Godot et du ministre Khalil, représentant naturellement le vice-président. Et donc pour dire que toujours la Côte d'Ivoire cherche toujours à trouver les éléments nécessaires pour ne pas laisser en marge de côté des populations assez fragiles. Et donc il y a toujours cette envie de venir en aide aux plus vulnérables et c'est ce qui se fait à travers les filets sociaux. Quoi de plus normal, c'est de la solidarité nationale. Et donc, il y a eu cette cérémonie de passation de relais, si vous voulez. Il y a de nouveaux entrants et qui vont bénéficier également de ces filets sociaux. Il y a ceux qui étaient là, qui ont partagé leur expérience, qui ont témoigné de ce que les filets sociaux ont pu leur apporter pendant le moment de leur éligibilité.
On a vu plusieurs reportages à ce sujet, des familles qui ont pu créer des entreprises, des activités pour nourrir leur famille. C'est à saluer cette initiative. Justement, c'est pour ça qu'ils ont été accompagnés à hauteur de 72 000 francs. Si vous avez 36 000, on vous donne le double. Cela vous permet également de renforcer les acquis que vous aviez, de vous projeter encore davantage par rapport à tout ce que vous avez entrepris. On ne peut que saluer ces familles parce que ces familles ne sont pas contentées des 36 000 francs chaque mois à dépenser. Elles ont investi, elles ont créé des activités génératrices de revenus. C'est à saluer. Je pense qu'il n'y avait pas mieux à faire que cela. Je suis d'accord avec vous, hein, c'est à saluer parce que ces familles pouvaient ne pas utiliser à bon escient ces fonds, n'est-ce pas? Exactement. Il y en a certains qui... Elles ont compris que c'est une activité qui n'est pas éternelle. Donc, à un moment donné, ça allait s'arrêter. Donc, il fallait penser, il fallait réfléchir et vraiment trouver le créneau qui te plaît. En ce moment-là, vous y allez tranquillement pour faire vos activités et puis engranger des sous. Comme je le disais, il y a certains bénéficiaires donc, qui n'arrivaient pas à mettre à profit cette aide du gouvernement. Et donc, nous voulons les inviter aussi à entrer dans la vision du gouvernement en respectant donc, en respectant ce qu'on leur a donné, le plan, on va dire leur parole. En allant prendre ces fonds, ils déclinent certains projets. Tout à fait. Bon, voilà, la RIAL avait annoncé déjà notre 4e sujet. On allait parler donc e-justice, la Côte d'Ivoire qui connecte 16 juridictions et accélère sa révolution digitale. Waouh. Que de bonnes nouvelles aujourd'hui. Oui, que de bonnes nouvelles. Voilà, nous passons maintenant à 28 juridictions. Vous comprenez que avoir accès à la juridiction était quand même souvent difficile. Tout le monde sait qu'autour de certains actes de justice délivrés, il y a toujours des suspicions, des fraudes. Mais je crois que c'est très bienvenu. Aujourd'hui, on reste à Daloa, on reste à Mans, on prend son ordinateur, on prend son smartphone. Carrément, on a accès égalitaire à la justice, d'où qu'on soit, et on peut avoir ces actes. Il y a une authenticité, il y a une fiabilité de ces actes parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est un individu plus une plateforme et ça génère ce dont vous avez. Il y a une forme de rapidité, on ne fait plus de longs déplacements, on est vraiment heureux. Ça nous fait gagner en temps. Parce que moi, me rendre à la justice pour un document, je suis déjà malade. Le temps à perdre. Oui, ceux qui vivent par exemple à Abidjan, qui doivent faire le papier à Korogo, ça met du temps pour... Voilà, vous êtes souvent obligé d'envoyer des gens à aller, etc. Bon, ça crée beaucoup plus de désagréments. Voilà, les déplacements ne sont pas faciles également. Et bien sûr, le gouvernement a trouvé la solution. Oui, une parade incroyable. Je pense que nous sommes dans la digitalisation de la justice. C'est la modernité. C'est à saluer et c'est pour le bien de tout le monde. C'est à saluer, c'est pour le bien de tout le monde. Agora qui... Bon, avec la verve qu'on connaît à Dr Touré, si on ne l'arrête pas, il ne va pas s'arrêter. Dr Touré, que je rappelle, on est très heureux de retrouver. Karine? Oui. C'est bon, on a évacué tous les sujets? Oui, nous avons évacué tous les sujets. Allez, on vous dit merci pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse Karine Agora qu'on va retrouver demain pour la revue de presse classique. Oui. Aujourd'hui, c'était un décryptage un peu plus long, comme on l'a tous les mardis. Dr Touré, merci. Merci. C'est bon, on sent qu'il y a la... Ça va, je pense que je suis revenu. Allez, merci bien. En tout cas, nous, on vous dit merci d'être en notre compagnie. Vous êtes bien à Matin Bonheur. On passe par la météo et juste derrière, on va retrouver Coralie Corée et ce sera pour le flash. Bonjour à tous. Ce matin, les régions du sud forestier et du littoral seront sous un ciel simplement nuageux avec une amélioration progressive. Les autres régions connaîtront une alternance entre nuages et éclaircies. Côté température, on notera 23 degrés pour la ville d'Abangourou, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Adiaké, 24 degrés pour les villes de Bandoukou, Bouaké, Bouna, Boundiali, Daloa, Dimbokro, Gagnoa, Guiglo et Kong, 25 degrés à Korogo, 22 degrés à Mans, 25 degrés à Odiéné et San Pedro, 24 degrés pour les villes de Sassandra, Séguéla, Soubré, Tabou, Tiasalé, Touba et Yamoussoukro.
Au cours de l'après-midi, des formations de cellules nuageuses avec des moments de pluie seront observées sur les régions de l'ouest, du sud forestier et du littoral. Ailleurs, le ciel sera partiellement nuageux. Et pour les températures de l'après-midi, on notera 34 degrés pour la ville d'Abangourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bandoukou, 33 degrés à Bouaké, 34 degrés à Bouna, 36 degrés à Boundiali, 35 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 34 degrés dans la ville de Gagnoa, 33 degrés à Guiglo, 35 degrés à Kong, 36 degrés à Korogo, 34 degrés à Man, 36 degrés à Odiéné, 32 degrés dans la ville de San Pedro, 33 degrés à Sassandra, 34 degrés pour les villes de Séguéla et Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 34 degrés à Touba et Yamoussoukro. Merci pour votre attention, passez une excellente journée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous démarrons ce 6h30 à Meknes où s'est ouvert hier lundi le Salon international de l'agriculture au Maroc, un grand événement qui réunit les acteurs du secteur agricole venus du monde entier. La Côte d'Ivoire y prend part et la délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Les précisions de Nousangaré. Depuis ce 20 avril, Meknes, ville située dans le nord du Maroc, est le carrefour de l'agriculture mondiale, avec une Côte d'Ivoire bien présente au rendez-vous. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'Agriculture, Bruno Nabagno-Koné. À ses côtés, le ministre délégué en charge des productions vivrières, Bena Kinu-Komoé. L'une des missions qui nous est assignée, c'est faire en sorte que notre pays puisse continuer de tirer le meilleur profit de ces productions agricoles. Et nous repartirons avec des enseignements qui vont nous aider dans la mission qui nous est confiée en Côte d'Ivoire. Avec un stand de 200 mètres carrés au pôle international, la Côte d'Ivoire affiche ses ambitions, celle de valoriser son savoir-faire agricole et renforcer sa coopération avec le Maroc. Le Maroc a une production relativement diversifiée. Nous avons pu voir également à travers les productions un développement que nous pouvons considérer équilibré au plan du territoire, puisque chacune des régions est représentée avec des produits agricoles propres. Et tout cela, nous en tirons des enseignements, nous en tirons des leçons qui vont nous permettre, en Côte d'Ivoire, d'améliorer notre agriculture. Le stand ivoirien regroupe plusieurs structures sous tutelle, de coopératives et des organisations interprofessionnelles, venues présenter la richesse du patrimoine agricole national et le dynamisme du secteur agroalimentaire. En marge du salon, la délégation ivoirienne prendra part à plusieurs rencontres de haut niveau, dont une conférence sur la production animale et la transformation des systèmes alimentaires, ainsi que la conférence ministérielle de l'initiative Adaptation de l'agriculture africaine. Restons dans le domaine agricole. Le comité de concertation État-secteur privé intensifie ses actions pour promouvoir le système de récépissé d'entreposage, un système qui vise à sécuriser le stockage des produits agricoles et à faciliter le financement des producteurs et autres transformateurs. Des échanges ont permis récemment de vulgariser ce mécanisme auprès des acteurs agricoles et financiers. Lanciné Bakayoko. Le système de récépissé d'entreposage entre dans une phase de maturité. Le bilan chiffré témoigne de l'accélération du dispositif et de la viabilité du modèle.
Alors qu'un seul récépissé avait été émis pour 34 000 tonnes en 2019, ce sont 982 récépissés qui ont été délivrés en 2025 pour un volume global de 26 000 tonnes. Ces stocks concernent des produits stratégiques tels que la noix de cajou, le maïs en grains et la noix de cola fraîche. Le système de récépissé et d'entreposage est destiné à faciliter à terme la transformation des matières premières agricoles et garantir un approvisionnement continu en produits agricoles pour les industriels. C'est donc pour contribuer et permettre une pleine appropriation de ce mécanisme inédit que le secrétariat exécutif a décidé de faire un focus sur cette réforme importante pour le monde agricole en général et pour le monde des filières d'exportation en particulier. Malgré ces succès, des défis existent, mais 3 priorités ont été identifiées, à savoir l'appropriation par l'ensemble des acteurs ruraux, la mobilisation accrue des banques et le renforcement des infrastructures de stockage en zone de production. Pour les producteurs, cela implique le paiement de leurs produits au juste prix, un accès au crédit sans hypothéquer leurs terres, une amélioration de leur trésorerie et une capacité à investir naturellement davantage. C'est un levier puissant de réduction des pertes post-récolte par la construction d'entrepôts fiables. Parmi les perspectives pour 2026, figure la création d'un fonds de garantie pour réduire les risques bancaires et encourager les prêts aux petits producteurs. Et pour un meilleur développement de l'ensemble de ces secteurs économiques, la Côte d'Ivoire doit relever d'importants défis sécuritaires. Pour le quinquennat 2025-2030, le chef de l'État, Alassane Ouattara, porte une vision, celle d'une grande Côte d'Ivoire qui garantit l'intégrité de son territoire, la protection de ses populations et de ses institutions. Une Côte d'Ivoire capable de résister aux menaces sécuritaires modernes et traditionnelles et de soutenir une croissance économique résiliente et inclusive. La Grande Côte d'Ivoire protégée pour prospérer, signé Alexis Ouedraogo. Protéger pour prospérer. Voilà l'une des ambitions de la Grande Côte d'Ivoire. Alors que s'ouvre le deuxième trimestre 2026, le pays accueille plusieurs exercices militaires multinationaux. Objectif, renforcer l'interopérabilité entre les armées, améliorer la coordination des opérations et développer des réponses efficaces aux menaces transnationales. C'est la vision du chef de l'État, chef suprême des armées. Une grande Côte d'Ivoire stable et sécurisée. Pour le quinquennat 2025-2030, le plan national de développement fait de la consolidation de la sécurité son tout premier pilier stratégique pour attirer les investisseurs nécessaires à la transformation économique. Au cours de ces dernières années, nous avons fait des découvertes phénoménales en matière de ressources minières. Nous avons eu à réaliser des investissements extraordinaires et importants. Un État souverain, c'est un État qui est capable de pouvoir protéger son territoire, protéger les populations, protéger les investissements qui sont faits sur son territoire. Ce mois d'avril, le pays reçoit une importante concentration de forces spéciales étrangères dans le cadre de Flintlock, la plus grande manœuvre annuelle du commandement des opérations spéciales américaines en Afrique. Plus de 54 pays mobilisent leurs soldats d'élite pour participer à cet exercice d'envergure. Ils veulent renforcer l'interopérabilité, améliorer la coordination et surtout développer des réponses efficaces aux menaces transnationales, notamment le terrorisme et les réseaux criminels. Les forces armées de Côte d'Ivoire sont en pleine modernisation et deviennent rapidement un acteur clé de la sécurité ici dans la sous-région. Avec Flintlock, l'exercice Tourako 2026, une manœuvre conjointe d'ampleur avec les forces françaises se déroulant dans plusieurs localités, dont Abidjan, Bouaké, Gagnoa et Yamoussoukro. Quand on observe ce qui se passe au Proche-Orient, quand on observe ce qui se passe au niveau de notre sous-région et même dans les autres régions de l'Afrique, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, est celui-là qui
porte sur ses épaules un poids très important parce que la réussite de tous les autres dépend du succès et de la performance qu'il réalisera au niveau de son ministère. À l'instar du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Bénin, du Togo et du Ghana, les pays du Golfe de Guinée tentent d'endiguer la propagation du djihadisme dans le Sahel. La Côte d'Ivoire, qui partage une frontière de près de 600 km avec le Burkina, se bat pour la stabilité de cette zone. En dehors de l'accord de coopération militaire et de partage de renseignements signé en 2017 avec ses principaux voisins, le pays bénéficie d'appuis, notamment la Chine, l'Israël ou encore l'Inde, à travers plusieurs initiatives dont l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. La Grande Côte d'Ivoire ne se défend pas seulement avec des armes conventionnelles. Le récent salon international de l'intelligence artificielle et de la défense, tenu à Abidjan, a mis en lumière l'intégration de l'IA et des drones dans la surveillance du territoire. Cette montée en puissance technologique permet de s'attaquer de front à la cybercriminalité et aux réseaux de financement illégaux. Nous avons une unité de protection des infrastructures critiques, c'est-à-dire toutes les infrastructures qui ont un intérêt vital pour la nation et qui donc nécessitent des mesures de protection assez renforcées. Nous avons également le centre de lutte informationnelle qui va s'assurer que l'information n'est pas falsifiée, notamment sur les réseaux sociaux. La stratégie de défense ne se limite pas à la force militaire, elle intègre aussi le renforcement du dialogue avec les populations. Le secteur de la défense poursuit sa transformation structurelle. L'armée a officiellement engagé sa transition vers le plan FACI 2030, visant une armée plus intelligente et capable de répondre aux défis climatiques et technologiques. Protéger pour prospérer, ce n'est plus seulement un slogan, mais une réalité opérationnelle qui positionne aujourd'hui la Côte d'Ivoire, deuxième puissance militaire d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria. Et parlons toujours de défis sécuritaires. Ce lundi s'est ouvert au Sénégal le 10e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté. Quelle solution durable? C'est le thème. L'ouverture des travaux a enregistré la présence des chefs d'État du Sénégal, de la Sierra Leone et de la Mauritanie. On le voit avec Mahama Traoré, envoyé spécial à Dakar. Définir la voie de l'Afrique dans un monde troublé. C'est sur la base de cette nécessité que le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique refait surface après 2 années de suspension. Avec un thème d'actualité pour cette 10e édition, l'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté, quelles solutions durables? Des solutions que les 3 chefs d'État présents à l'ouverture des travaux veulent africaines et surtout réaliste dans un monde en pleine recomposition. L'intégration offre à l'Afrique les moyens de mieux défendre ses intérêts, de jouer un rôle plus affirmé et de contribuer de manière plus significative à la gouvernance mondiale. Ainsi, stabilité, intégration et souveraineté ne doivent pas être envisagées séparément. Elles constituent les 3 dimensions indissociable d'un même projet historique pour l'Afrique. Notre continent doit assumer clairement sa souveraineté. Nous ne devons plus accepter que notre agenda sécuritaire soit défini ailleurs. Il est donc fondamental qu'en plus des réponses militaires, que les programmes de développement soient parallèlement menés dans la lutte contre l'insécurité et l'instabilité. Unis, nous serons plus forts pour passer d'une posture de vulnérabilité à celle de puissance économique. Toutes ces solutions sont à examiner au regard des défis que sont, entre autres, les crimes organisés, le terrorisme, l'insécurité alimentaire, la piraterie maritime ou encore la cybercriminalité. Les débats seront animés par des experts et des participants venus d'une 30aine de pays. Les services publics ivoiriens accélèrent leur digitalisation. La justice connaît aussi une transformation numérique. 16 nouvelles juridictions rejoignent la plateforme e-justice.ci. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a procédé ce lundi au lancement de leur connexion. L'objectif est de dématérialiser les procédures, réduire les délais d'obtention des documents et limiter les déplacements physiques. À Midi Arasuba, Gilles Tonia. Réduction des délais, sécurisation des actes et l'égalité de traitement des usagers. Autant d'enjeux pour lesquels est mise en place la plateforme e-justice Côte d'Ivoire. 28, le nombre total de juridictions couvertes sur l'ensemble du territoire national. Il faut
accorder les certificats de nationalité. Après, il faut procéder à la saisie. Or, avec la plateforme e-justice, le gain en temps, il est important. Ces juridictions qui viennent d'être connectées ne vont plus délivrer les actes concernés là de manière physique. Donc aujourd'hui, par exemple, Bingerville ne va plus délivrer de certificat de nationalité physique. Bingerville ne va plus délivrer de casier judiciaire physique. Désormais, toutes les demandes qui concernent ces deux actes-là pour ces 16 nouvelles juridictions se font exclusivement en ligne. Lancée en 2025, la plateforme e-justice Côte d'Ivoire a enregistré plusieurs réformes. Pour le garde des Sceaux, Jean Sanson Kambilé, l'ambition est claire, faire de la Côte d'Ivoire une référence régionale en matière de justice sécurisée. Accéder au service public de la justice sans subir la distance ni la lenteur. Cette avancée renforce le principe d'égalité devant le service public. Le justiciable devant bénéficier du même niveau de célérité et du même niveau de sécurité, quelle que soit la juridiction saisie. En Côte d'Ivoire, la justice numérique n'est plus une perspective. Elle est désormais une réalité irréversible. Et pour terminer, dans l'actualité hors de chez nous, la capitale gabonaise accueille l'un des rendez-vous les plus stratégiques du continent en matière d'innovation et de technologie spatiale. La New Space Africa Conference réunit plus de 200 sociétés opérant dans la fabrication, le lancement et la commercialisation de satellites. Selon l'Agence spatiale africaine basée en Égypte, l'économie spatiale du continent s'élèvera à 22 milliards de dollars en 2026. Ce chiffre pourrait atteindre 35 milliards de dollars en 2030. Merci d'avoir suivi ce point info. Je vous souhaite un magnifique mardi. Matin bonheur avec Renaud continue sur RTI1. Allez, magnifique mardi tout en couleur, hein, comme la veste que porte Coralie Couré ce matin, ça va? Ça va bien, Renaud. Super, super. Merci pour toutes ces informations. J'ai apprécié particulièrement celle relative au e-justice. Voilà, j'imagine, qui va permettre à tous les Ivoiriens de faire leurs documents maintenant sans avoir besoin de se Exactement, juste un clic et on a accès à un document qu'on aurait pu acquérir en se tapant une file d'attente très longue quelque part dans un tribunal. Oui, c'est mon cas aussi. Moi qui suis obligé d'aller à chaque fois à Zopé quand j'ai des documents à établir, bon, franchement, c'est tout bénef. Et j'imagine, pour tous ceux qui doivent aller à Korogo pour faire certains documents, bon, franchement, le gouvernement travaille pour tous les Ivoiriens. Exactement. Merci Coralie. C'est moi. Et puis on vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup. Allez, nous, on est très fiers d'être en votre compagnie et très heureux aussi pour vous offrir toutes ces articulations qui vous permettent de bien démarrer la journée. Et pour bien démarrer la journée aussi, justement, il faut pouvoir se déplacer aisément sur toutes les grandes artères du district d'Abidjan. Et c'est ce qu'on vous propose de suivre à présent dans l'infotrafic. Et on commence dans la belle commune d'Abobo où on retrouve Noura Sidibé. Noura, bonjour. Est-ce qu'elle est là, Noura? Bien, visiblement elle est là. Et avec elle, on saura tout ce qui se passe dans cette commune, la commune Zo, comme on le dit habituellement. Allez, bonjour Noura. Bonjour Renaud. Comment ça va? Ça va super bien. Bon, on est en plein trafic routier. Dites-nous, comment ça se passe aujourd'hui pour sortir de la commune d'Abobo? Alors, Renaud, nous sommes aujourd'hui en direction d'Abobo-Samanké. Voilà, nous sommes en direct d'Abobo-Samanké dans cette zone très fréquentée. À toute heure de la journée, l'activité est bien présente avec plusieurs petites gares prises d'assaut. C'est le cas des véhicules en direction de Biabou et Belguide, mais aussi des lignes vers Azamé Liberté et la commune de Yopougon. Bonne nouvelle toutefois, aucun embouteillage n'est signalé pour le moment. La circulation reste globalement fluide, même si le volume de véhicules sur la chaussée rend la traversée parfois délicate pour les piétons. En résumé, donc, pour nous, la zone d'Abobo-Samanké ne connaît pas d'embouteillage ce matin, mais la prudence est demandée surtout aux abords des gares routières. Merci, merci pour votre chute. Prudence, 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 que ce soit à Bobo ou peu importe l'endroit de la Côte d'Ivoire où on se trouve, il faut être prudent sur les routes. Allez, on s'intéresse à un autre de nos informateurs qui est quelque part dans une autre commune, Ousmane Bari, et c'est dans la commune d'Adjamé. Bonjour Ousmane. Ousmane? Bon, avec le bruit qu'on entend, on dirait qu'il pleut à Adjamé. Est-ce qu'il est avec nous? Alors oui, bonjour Ousmane, on vous entend. Comment ça se passe à Adjamé, Ousmane Bari? J'espère que vous m'entendez. Bonjour, Renaud Kodia, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Je suis actuellement
au carrefour Mirador d'Adjamé. Ici, la circulation commence à se densifier progressivement. L'ambiance reste encore relativement calme, mais les premiers tours d'embouteillage sont déjà visibles sans pour autant perturber fortement le trafic pour l'instant. Cependant, la situation pourrait rapidement évoluer dans les prochaines minutes. Sur la zone, les minibus battent en provenance d'Agogo de Yopougon dominent largement le flux après avoir déposé leurs passagers. Certains effectuent des manœuvres en plein contrôle, ce qui ralentit progressivement la progression des véhicules arrivant du carrefour Boulogne et favorise l'apparition de boutons. Il faut rappeler que ce point est habituellement très chargé aux heures de pointe. Pour l'heure, la circulation reste encore maîtrisable, mais la montée en intensité du trafic est bien perceptible. À noter également la présence à proximité de la brigade de gendarmerie d'Adjamé et qui incite les usagers à plus de prudence, d'autant plus que les feux tricolores ne sont pas fonctionnels dans la zone. Voici Kobia. Allez, merci à Ousmane Barry. Comme il a dit, les feux tricolores ne sont pas fonctionnels, donc il faut aller prudemment. Et puis, bon, pour ceux qui connaissent cette zone, ce carrefour Mirador, il est toujours très embouteillé. Donc, prudence, prudence. Et il a noté la gendarmerie qui est là pour permettre, bien évidemment, de réguler tout ceci. Allez, merci infiniment. Et puis, on espère retrouver nos informateurs avant la fin de cette émission pour vous donner d'autres infos. Allez, à présent, on va retrouver celle qui va nous permettre, je l'ai dit, de démêler le faux du vrai sur les réseaux sociaux. Elle, c'est Marina Kouakou, qu'on va accueillir maintenant. Marina, ça va? Non, ça va. Allez, on va se poser une minute, ou bien on y va directement, Karim qui nous le disait, voilà, pour parler justement de ces informations-là que vous avez pu déceler sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas vraies. Allez, donc pour la première information, eh bien, c'est une vidéo qui montre l'inauguration d'un pont au plateau. Marina, est-ce qu'on a inauguré un pont récemment au plateau? Ah non, tout de suite je vous dis non. Oui. Mais effectivement, c'est une vidéo qui a circulé principalement sur TikTok, comme vous pouvez le voir. Et voilà, dans cette vidéo-là, on voit ce train qui roule sur cette voie assez surélevée. Et selon l'auteur, il s'agirait de l'inauguration d'un pont dénommé Pont Soro dans la commune du Plateau. Déjà, comme j'ai l'habitude de le dire, le fact-checking, c'est aussi par observation. Et tout de suite, avant même de parler des vérifications effectuées, tout de suite, quand on voit cette image, pour nous qui circulons un peu dans la ville d'Abidjan, on sait tout de suite qu'il ne s'agit pas voilà, de la Côte d'Ivoire, encore moins d'Abidjan. Tous les immeubles qu'on voit derrière, c'est vrai qu'au plateau, il y a de très beaux immeubles, mais bon, quand on regarde ça, on sent que c'est pas là-bas. Il y a quand même une différence. Et aussi, il faut savoir que le pont que les Ivoiriens appellent communément Pont Soro ne se situe pas dans la commune du Plateau, mais plutôt dans la commune de Cocody, à Angré, entre la 7e et la 9e tranche. Alors, pour vérifier cette affirmation-là, nous avons procédé par 3 étapes. Donc, la première a été d'utiliser le moteur de recherche Google. Ensuite, la seconde étape a été de se rendre sur l'application Google Maps qui permet de visiter des lieux en ligne à travers des photos et des vidéos disponibles. Et puis, on a terminé pour avoir un peu plus d'indices avec la vérification par image inversée, donc sur Google. Donc, avec la première vérification, donc, comme vous pouvez le voir là, nous avons entré dans le moteur de recherche Google inauguration Pont Soro Plateau. Oui, on le voit ici. Et Pont Soro Plateau. Donc, vous pouvez le voir, les recherches ne donnent pas de résultats. Et ensuite, avec l'application Google Maps, et puis la plupart des informations datent de 2023. Voilà, et ça ne concerne même pas un certain Pont Soro Plateau. Et avec l'application Google Maps, comme vous le voyez ici, on a entré également Pont Soro Plateau. Et donc, cette application nous a sorti des images du pont Soro existant. Voilà, donc celui qui se retrouve dans la commune de Cocody, donc à Angré. Et voilà. Et donc, on se rend compte que tout de suite, là, il n'y a pas d'image d'un quelconque pont Soro au niveau du plateau. Et puis, bon, pour pousser un peu plus la recherche, on a entré une capture de cette vidéo-là dans le moteur de recherche Google. Donc, on a entré cette capture-là sur Google Images. Et Google Images nous a permis de retrouver des images similaires de ce train-là à travers des articles et des vidéos. Donc, on se rend compte qu'il s'agit plutôt potentiellement de l'Inde. Et donc, non. Très loin de la Côte d'Ivoire. Très, très loin de la Côte d'Ivoire. Et donc, non, il n'y a aucun pont Soro au plateau qui a été inauguré. Et en plus, on est là, on est dans un cas vraiment de fake news.
Des fake news. Et bon, on a vu l'image du pont en question avec une rame de métro là-dessus. C'est vrai que le projet de métro en Côte d'Ivoire, il avance. Mais bon, pour le moment, il n'a pas encore abouti. Oui, on espère avoir pareil quand le projet de métro sera terminé. On dirait Inch'Allah. Au plateau. Comme les Allez, musulmans le disent. En tout cas, ça avance. Attention. Allez, on poursuit avec la deuxième information pour laquelle vous allez nous apporter un démenti aussi. Il s'agit d'une vidéo montrant une belle plage de Jacquesville. Dans la ville de Jacquesville. C'est vrai qu'à Jacquesville, il y a de belles plages, mais là, on n'est pas à Jacquesville. Voilà, donc Renaud a déjà commencé à faire du fact-checking puisque... voilà, et effectivement, c'est le même réflexe que j'ai eu. Voilà, quand j'ai vu cette vidéo-là sur TikTok, j'ai d'abord même pensé à une vidéo générée à l'aide de l'intelligence artificielle. Okay. Donc, avant d'effectuer toute recherche, j'ai même entré la vidéo dans 2 outils de vérification de l'intelligence artificielle, à savoir Indetectable AI et Hive Modération, qui ont tout de suite dit qu'il s'agissait d'une vidéo réelle. Donc, qu'est-ce que je me dis? S'il s'agit d'une vidéo réelle, on peut trouver quand même la traçabilité sur Google. Donc, j'utilise cet outil-là que vous pouvez voir à l'écran, que tous les fact-checkers ont en général sur leur poste. On a en général l'extension sur nos machines, oui, qui se nomme InVid. Et donc, je vais vous expliquer pour que que tout le monde puisse comprendre. Avec cet outil-là, quand vous entrez une vidéo, l'outil vous fait plusieurs captures de chaque séquence. Okay. Et donc, quand vous cliquez sur une séquence, une capture d'une séquence, il vous redirige vers Google Images. Okay. Donc, ça vous facilite la tâche, surtout pour les vidéos, parce qu'au lieu de faire plusieurs captures d'écran et d'aller effectuer recherche par recherche sur Google Images avec chaque capture, cet outil vous facilite la tâche. Mais comme les outils aussi ont des limites, donc vous voyez que voilà, l'outil n'a pas pu prendre en compte la vidéo et carrément on nous dit image échouée à charger. Donc finalement, on a quand même eu le réflexe d'effectuer une capture d'image sur la vidéo que nous avons entrée voilà, dans Google Images. Et là, on voit tout de suite, on se rend compte que c'est une vidéo qui a été publiée sur Instagram et qui parle d'une plage à Zanzibar. OK, mais encore là, très loin de Jacquesville. Très loin de Jacquesville. Et c'est la même vidéo. C'est la même vidéo. Donc là, encore, c'est une fausse information. Bon. Et certainement, peut-être, c'était pour attirer des visiteurs, voilà, des touristes, mais quand même... Si on veut le faire, il faut le faire avec des images réelles. C'est cela. Qui parlent véritablement de la Côte d'Ivoire et qui sont ici. Comme je le disais, c'est vrai qu'il y a de belles plages à Jacquesville. On invite les Ivoiriens à y aller. Mais là, on n'est pas à Jacquesville. On n'est pas à Jacquesville. On est à Zanzibar. Allez, Marina, troisième information, c'est une vidéo qui montre une femme d'origine asiatique qui serait en train de nettoyer des poulets à partir d'une machine. Des poulets vivants en plus. Oui, des poulets vivants. Oui. Et cette vidéo-là m'a fait un peu sourire parce que je l'ai vue sur Facebook. Et comme vous pouvez le constater, la dame, elle prend les poulets vivants qu'elle jette immédiatement dans une machine en question. Voilà, et la machine se charge de nettoyer les poulets. Et quand j'ai fait un petit tour dans les commentaires, je voyais des gens qui avaient des émojis de pleurs, d'autres qui qualifiaient voilà, ce acte de cruel et tout ça. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas effectuer une petite vérification. Et tout de suite, comme à vue d'œil, je pense immédiatement à une vidéo qui est certainement générée à l'aide de l'intelligence artificielle. J'entre une capture de la vidéo dans les outils de vérification, à savoir Indetectable AI ici, qui nous dit que cette vidéo est probablement réelle à 29%. Okay. Donc, le taux de probabilité qu'il y ait l'intelligence artificielle est très élevé. Et je fais le même processus avec l'outil Hive Modération, qui donne un taux d'intelligence artificielle de 99,9%. Donc, tout de suite, on sait automatiquement que c'est une vidéo générée à l'aide de l'intelligence artificielle. Et quand même, ça allait être vraiment cruel de faire ça. Et c'est pas vrai. Bon, je veux dire, Marina, pour nous qui ne comprenons pas grand-chose aux outils de vérification, l'outil le plus simple à utiliser pour pouvoir justement s'assurer si des vidéos pareilles sont vraies ou fausses, c'est lequel? Alors, vous avez ces 2 outils que je viens de vous présenter. Hive Modération, c'est très simple. Vous pouvez taper dans la barre de recherche Google Hive Modération démo. Et tout de suite, vous allez retrouver un interface. Et sur cette interface-là, vous pouvez entrer la vidéo ou soit une capture de la vidéo que vous voulez vérifier. Okay. Et tout de suite, vous allez voir que ça va tourner. Et quand ça va tourner, le résultat du taux d'intelligence artificielle
va sortir en dessous de la vidéo, là, comme vous constatez ici. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'excuses de partager des vidéos comme ça sans les avoir vérifiées pour rechercher des likes. Bon, je dis, on a Hive Moderation. Moi, je vais essayer à la fin de l'émission pour voir comment ça fonctionne. Marina? Et c'est totalement gratuit. C'est vrai qu'il y a des outils qui sont payants, mais c'est gratuit. Donc tout le monde peut le faire tant qu'on a une connexion Internet, même un téléphone. Pas besoin même d'avoir un ordinateur pour cela. Bon, allez. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Marina, merci. Voilà, on va raccompagner Marina et on va passer à une autre articulation de cette émission. Marina, merci. Merci. Et puis on va retrouver bien évidemment mardi prochain pour nous permettre de démêler d'autres sujets vrais ou faux à partir des vérifications dans la rubrique fact-checking. Allez, on passe à une autre articulation, je le disais tantôt. Il s'agit de la rubrique environnement. Aujourd'hui, on sera avec M. Serge Kwame. Il est responsable projet Planète Environnement et avec lui, on va parler des objectifs de développement durable. Ce sera juste après l'agenda. À tout à l'heure. Sous l'égide du ministre Amadou Koné, ministre des Transports et des Affaires maritimes, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, AMUGA, organise, en collaboration avec la mairie de Yopougon, les acteurs du transport et de la préfecture de police d'Abidjan, la première édition de la journée de la mobilité, J-Mobilité. Date, mardi 21 et mercredi 22 avril 2026. Lieu, à la tête de stationnement de Yopougon, GSPM. Au programme, échange sur les problèmes de mobilité de la commune, sensibilisation sur les bonnes pratiques de mobilité, opération de contrôle des règles de circulation, chauffeurs, transporteurs, commerçants, usagers de la route de la commune de Yopougon. Ce message vous concerne. Infoline 27 22 59 86 15. Amiga, agir pour une mobilité durable pour tous. Sous le parrainage de Madame Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, la Fondation Magic System, en partenariat avec la RTI, diffuseur officiel, vous convie à la 18e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo du 28 avril au 3 mai 2026 à Abidjan et Dimbokro. Thème, intelligence artificielle, menace ou opportunité pour l'Afrique. En prestation, Youssou N'Dour, Kedjevara DJ, Fatoumata Diawara, Mewe et Dena Moana. Pays invité, le Gabon. Infoline 05 66 56 38 38. Allez, nous sommes avec M. Serge Kwame, qui est le commissaire national des scouts catholiques de Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit avec lui aujourd'hui, on s'intéresse aux ODD, donc Objectifs de développement durable, et surtout la jeunesse, qui pourrait permettre de mettre en œuvre ces ODD. Déjà, M. Kwame, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de ce sujet relatif à l'environnement. Dites-nous, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que c'est que les ODD? Ok, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez. Oui. Les ODD sont un ensemble de 17 objectifs mondiaux qui ont été adoptés par les Nations Unies depuis 2015, avec pour objectif la transformation du monde à l'échéance 2030. Alors, il cible surtout certains domaines, notamment l'éradication de la pauvreté, la protection de la planète, la réduction des inégalités et la promotion aussi de la prospérité pour tous. Et tout ça s'articule autour de plusieurs centralités, notamment le peuple, la paix, la planète, la prospérité, la prospérité et le partenariat. Et donc, on va parler avec vous des impacts de la formation sur la jeunesse relativement aux ODD. Donc, déjà, il existe 17 ODD, comme vous l'avez dit. Quelle est l'idée principale derrière ces objectifs qui ont été adoptés par tous les pays du monde? Alors, d'abord, l'adoption de ces ODD-là visait de pouvoir transmettre aux différents pays membres des Nations Unies une feuille de route et qui était destinée à alimenter les politiques nationales, surtout pour assurer cette transition-là, tant recherchée, une transition durable vis-à-vis de certaines problématiques que nous connaissons, notamment la protection de l'environnement, la paix, la réduction de la pauvreté et autres. Mais donc, pourquoi la jeunesse est-elle considérée comme un levier essentiel dans l'atteinte de ces objectifs? Alors, merci pour cette question. Ça, c'est un aspect que nous, scouts, nous avons bien compris.
à travers la prise en charge de la jeunesse, à travers leur éducation et leur formation selon une méthode spécifique prônée par tous les mouvements scouts de par le monde entier. Il faut noter, dans un premier temps, que le mouvement revendique plus de 60 millions d'adhérents, majoritairement des scouts, et donc ça constitue véritablement une force, un canal de transformation. Ça fait de ces jeunes-là des acteurs principalement de développement durable. Alors, pourquoi ces jeunes-là? Parce qu'on a très souvent imaginé des jeunes en camp, chantant autour d'un feu de camp. Ça, c'est une réalité. C'est vrai, ça fait partie de l'ADN des scouts. Mais au-delà de tous ces aspects, ce qu'il faut noter, ce qui est de plus en plus visible, c'est que ces jeunes, aujourd'hui, sont dans le feu de l'action. C'est ça. Il y a toujours le feu, c'est vrai. Ils sont toujours dans le feu de l'action pour la protection de la planète, pour la prise en charge de bien d'autres problématiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont outillés depuis leur adhésion au mouvement scout à travers la méthode qui leur est proposée, une pédagogie active qui se fonde sur leurs intérêts. C'est ça. Sur leurs intérêts, et donc vous comprenez que ça suscite beaucoup plus de motivation et beaucoup plus d'engagement dans toutes les initiatives qui y sont implémentées. Bon, je veux dire, quand on a fini de dire ça, concrètement, qu'est-ce que la formation aux ZDD apporte aux jeunes? Aujourd'hui, déjà, ça fait d'eux des leaders. Imaginez-vous un jeune à 14 ans qui met en œuvre un projet de reforestation. Imaginez-le à l'âge adulte. Les ODD deviennent pour lui une évidence. Une évidence, la réalisation de ces ODD, ce n'est plus une contrainte, mais plutôt une évidence. Et ça fait de lui un véritable leader prêt à prendre en charge certaines problématiques de la société. Mais justement, ces jeunes-là, à travers le mouvement scout, vous encadrez en termes de formation au niveau des ODD, est-ce que, vous avez parlé tout à l'heure de... vous le disiez dans vos propos tout à l'heure, des jeunes qui initient des projets. Est-ce que, concrètement, il y en a aujourd'hui qui sont déjà en route? Ben oui, je prends pour illustration le projet international Planète que nous menons aujourd'hui, qui fonde tout son sens dans l'implication des jeunes, dans la formation des jeunes, de sorte à ce qu'ils puissent implémenter des initiatives dans leurs différentes communautés. Dans le domaine avec des jeunes. Voilà, c'est ça. Dans le domaine de la paix, dans le domaine de la protection, même de l'environnement, de la tolérance, de l'apprentissage et bien d'autres, qui illustrent véritablement ce que nous faisons avec ces jeunes-là. Au-delà, nous avons aussi des camps. Des camps que nous organisons. Comme vous avez l'habitude de le faire. Comme on a l'habitude de le faire. Et l'occasion nous est donnée justement de parler aussi des camps de vacances pour vraiment occuper de façon saine cette jeunesse-là à travers plusieurs rassemblements qui auront lieu à partir du mois d'août, justement autour de différentes thématiques liées qui se réfèrent aux ODD. Depuis l'âge de 6 ans à l'âge de 21 ans. Et le rendez-vous est prêt pour le mois d'août, justement. Bon, OK. En attendant d'arriver à ce rendez-vous, j'imagine que tout ne se passe pas bien comme vous le voulez. Il y a forcément des difficultés sur le chemin de l'atteinte de ces ODD-là. Déjà, dans le monde, comment ça se passe avant qu'on arrive au niveau africain et au niveau de la Côte d'Ivoire? Alors, vous savez, c'est des objectifs. L'atteinte des ODD, c'est des objectifs, donc c'est des orientations qui sont données. Aujourd'hui, il est vrai que les gouvernements signataires, membres des Nations Unies, font corps et implémentent véritablement ces ODD dans les politiques nationales. Mais force est de constater que des gouvernements aux communautés, au niveau local, il y a quand même une grande marge. Une grande marge. Et c'est là qu'intervient justement nous, membres de ces différentes communautés-là, où nous nous positionnons véritablement comme de véritables canaux de développement durable. Mais cela, pour revenir à votre question relativement aux difficultés, cela ne se fait pas sans difficulté. Il faut très souvent des moyens, c'est clair, des moyens financiers, des moyens aussi techniques. Mais nous avons pour nous cette force-là de pouvoir être engagés résolument auprès de ces communautés-là, ce qui réussit quand même à combler ce gap défini à travers les moyens. Comme quoi, avec la volonté, on peut tout.
Tout à fait. Et justement, pour refermer notre entretien, concrètement, pour un jeune qui nous regarde ce matin, nous sommes en train de parler des ODD, particulièrement de la jeunesse et sa contribution à l'atteinte de ces ODD-là. Comment il peut s'impliquer concrètement? Vous allez regarder la caméra et vous allez lui parler à ce jeune-là. Alors, c'est une invitation que je lance, à tous les jeunes qui n'ont pas encore rejoint le mouvement scout. Je vous invite parce que c'est un véritable canal d'engagement et au service surtout de nos différentes communautés, mais aussi de formation personnelle, de sorte à pouvoir jouer pleinement un rôle constructif dans la société de demain. Et en tout cas, je pense que le message, je l'ai entendu, pas rejoindre pas forcément les scouts, mais en tout cas contribuer chacun à son niveau à l'atteinte de ses objectifs. Bon, vous avez tiré le drap de votre côté, c'est pas plus mal. Merci à monsieur Serge Kwame, je le rappelle, vous êtes responsable projet Planète Environnement et commissaire national aussi des scouts catholiques de Côte d'Ivoire. Allez, on salue à travers vous tout le mouvement scout et une de nos tatas qui est une fidèle téléspectatrice de Matin Bonheur qui fait partie aussi du mouvement scout de Côte d'Ivoire. Et notre chargée de production aussi, on vient de me le souffler à l'oreille, Claudia Nguessan, qui elle aussi est membre du mouvement scout ici en Côte d'Ivoire. Monsieur Kwame, merci. On va vous accompagner avec vous, bien évidemment. On va accueillir pour notre dernière articulation. Non, c'est comme ça, le micro, là, souvent, ça se détache. C'est pas bien grave. Allez, merci infiniment. Et puis, on vous souhaite bon vent pour la suite de vos activités, pour, bien évidemment, l'atteinte des objectifs du développement durable en Côte d'Ivoire. Merci bien, merci. Et nous en sommes maintenant à la dernière articulation de notre émission. Vous êtes bien à Matin Bonheur et vous le savez, les mardis, on reçoit Sandrine Adon avec qui on parle d'un sujet toujours intéressant. Aujourd'hui, avec elle, on va s'intéresser à la bigamie. Restez en notre compagnie, il y a beaucoup de choses à savoir et surtout, il y a beaucoup de personnes qui commettent des erreurs. J'espère qu'au sortir de cet entretien avec notre experte, on pourra corriger toutes ces erreurs. Sandrine Adon, qui nous rejoint maintenant. Sandrine, comment ça va? Ça va très bien. Toujours très heureux de vous retrouver. Sandrine Adon, qui va s'installer et avec qui on va prendre nos notes et on va parler de ce sujet-là, mais ô combien intéressant, qui va nous permettre, je l'ai dit, de corriger beaucoup d'erreurs qu'on observe autour de nous, même pour lesquelles on ne sait pas toujours que ce sont des erreurs. Allez, on passe par une transition et juste derrière, on retrouve notre experte. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Très bien. Il faut parler comme quelqu'un. Sandrine Adon, aujourd'hui, avec vous, on va parler de bigamie. Oui. Oui. On va l'expliquer pour nos téléspectateurs afin que le décor soit planté. Et puis après, on va y aller. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, la bigamie, déjà, c'est le fait pour une personne. Donc, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme qui va contracter un second mariage civil pendant que le premier n'a pas été dissous. Bon, en français facile. D'accord. Vous êtes marié. Vous vous cachez. Vous partez faire un deuxième mariage. C'est ça. Alors que vous êtes toujours marié. Marié. Après, parfois, pas pour dire qu'ils ont raison, mais il y a certaines personnes, en fait, qui n'ont pas continué, par exemple, la procédure de dissolution du premier mariage jusqu'au bout. Par exemple, on a fini de divorcer et puis on n'a pas fait retranscrire la décision sur nos extraits de naissance. On n'a pas fait publier au journal d'annonce légale et tout. Donc, au regard de la loi, ce n'est pas encore opposable aux autres. Donc, il y a ces éléments-là qui font que vos différents documents que vous présentez, en fait, ne vous permettent pas de vous marier. Sandrine, on va aller doucement. D'accord. Donc, Monsieur X et Madame Y sont mariés. D'accord. Ils décident de divorcer. Tout à fait. Ils ont engagé la procédure au niveau de la justice. La procédure a abouti. Oui, la décision a été rendue. La décision a été rendue, mais c'est pas encore officiel. Il y a des formalités. C'est ça, en fait. OK. Peut-être qu'un jour, on reviendra dessus en détail. Mais quand on finit de divorcer, il y a des procédures pour que ce divorce-là soit opposable à tout le monde. La décision a été prononcée, c'est vrai. Mais vous avez encore des éléments, on va dire, administratifs à accomplir pour que votre divorce soit opposable à tout le monde. Donc, pendant ce temps, en principe, vous ne pouvez pas vous marier légalement.
OK. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Ce n'est pas parce que la décision a été prononcée que automatiquement, voilà, vous pouvez vous marier. Surtout pour les femmes aussi, il y a ce qu'on appelle le délai de viduité. Donc, il faut respecter 300 jours en principe. Les hommes ne sont pas concernés, mais dans les deux cas, il faut suivre la procédure administrative. Et ce que la loi prescrit, c'est de mettre en fait, la disposition dans un journal d'annonce légale, de sorte à ce que tout le monde sache que... Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut s'engager dans une autre puisque tous vos documents seront mis à jour, la partie en bas de l'extrait date de naissance, marié, divorcé, tout ça sera mis à jour et vous pourrez aller vous marier légalement et valablement à nous. Très bien. Et pour faciliter la compréhension de nos spectateurs, encore, on va leur proposer des cas pratiques. Et le premier qu'on propose, c'est celle de Issa, qui est mariée civilement à Abidjan, et quelques années plus tard, qui célèbre un second mariage civil dans une autre ville sans divorcer du premier. Il estime que cela relève de la polygamie. Donc la question qu'on pose, c'est quelle est la différence entre bigamie et polygamie? D'accord. Alors déjà, la bigamie, comme on l'a dit, c'est la superposition de deux unions légales. Dans la polygamie, pour les pays qui pratiquent la polygamie, disons-le pour les pays, parce que la Côte d'Ivoire, légalement, ne reconnaît que le mariage monogamique. Donc, pour les pays qui reconnaissent la polygamie, c'est le fait pour un homme de, même si le thème, on sait qu'il n'est pas adéquat, c'est le fait pour un homme d'épouser plus d'une femme, donc 2 jusqu'à 4, sinon plusieurs, selon les législations. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, vu que la polygamie n'est pas permise, quand on décide de superposer un deuxième mariage civil au premier qui n'a pas été dissous, on est en train de commettre une bigamie et non la polygamie, puisque ça n'existe pas au regard du droit ivoirien. Certains diront que, et ceux qui font le mariage à Abidjan, qui vont faire la dot, on n'est pas dans ce cas de figure-là, puisque cette deuxième union n'est pas légale. Donc, au regard de la loi, vous êtes en train de commettre une infraction, mais pas la bigamie encore. La polygamie, elle est peut-être sociale, puisque légalement, elle n'est pas reconnue. Mais dans ce cas de figure, il ne s'agit pas de polygamie, il s'agit effectivement de bigamie. Bien, justement, la question qu'on se pose immédiatement, c'est est-ce que ce second mariage est valide juridiquement? Juridiquement, non. La loi prévoit que le mariage qui a été célébré sans que le premier mariage n'ait été dissous est entaché de nullité. Ça veut dire qu'en principe, il est nul. Mais bien sûr, on ne va pas s'asseoir chez nous à la maison et puis dire que le mariage est nul. Il faut engager une procédure parce que la nullité ne sort pas de la bouche. C'est une décision de justice qui va venir déclarer telle situation nulle. Donc, quand on sait qu'il y a un risque de nullité d'une situation, on saisit le juge pour demander l'annulation de ce mariage. Donc, il est entaché de nullité. Bien. Vous avez bien compris. Hein? Cas pratique 2. Donc, relation parallèle, est-ce de la bigamie? Bon, pour illustrer cela, Kofi vit avec une seconde femme. D'accord. Bon, ici, on utilise l'expression Chiza. Hein? Et tout en étant marié légalement à son épouse. Donc, il n'a pas divorcé. Et il a sa Chiza. C'est un peu le cas qu'on présentait, le deuxième cas de figure. Voilà. Donc, je veux dire, la première question qu'on se pose, est-ce qu'une relation parallèle constitue-t-elle une bigamie? Comme on l'a présenté ici, le monsieur, il est marié, et puis il a un petit élément à côté. Un second bureau. Est-ce que c'est une bigamie? Alors, non, ce n'est pas de la bigamie. Ce n'est pas tout à fait de la polygamie. Enfin, polygamie sociale, on pourrait dire, si on va sur ce terrain-là. Mais au regard du droit ivoirien, c'est purement et simplement de l'adultère caractérisé. Bon, là encore, la loi prévoit certaines dispositions. Exactement. La loi prévoit une sanction et on risque de 2 mois à 1 an d'emprisonnement. Pour celui qui commet l'adultère? Pour celui qui commet l'adultère et son complice. Ah, donc la Chiza aussi? Voilà, exactement. Donc, ça, c'est si l'épouse légale porte plainte. Si l'épouse décide de porter plainte. Donc, c'est une infraction. Ce n'est pas de la bigamie, mais c'est de l'adultère. Et en plus, il y a toutes les preuves, puisqu'il vit avec... Bon, on dit qu'il a une relation parallèle. Donc, ça veut dire qu'il y a un caractère assez continuel. On peut les voir, on a l'opportunité d'avoir les preuves de manière très, très flagrante. Donc, il y a tous les éléments, en fait, pour dire que l'adultère est caractérisé ici. Et ce n'est pas encore de la bigamie, parce qu'il n'a pas célébré une seconde
union légale. Donc, il n'est pas allé jusque devant l'officier d'état civil, le maire ou le sous-préfet. Voilà. Bon, je veux dire, on va revenir sur la différence entre l'adultère et la bigamie. D'accord. Donc, pour être plus clair, de manière très terre-à-terre, Monsieur X se marie à Abidjan. Il a, on ne sait pas par quel coup du hasard, la possibilité de célébrer un mariage quelque part. Et il le fait. Donc, il a son mariage à Abidjan et il a son mariage dans une autre zone de la Côte d'Ivoire. Même si ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Non, mais je veux dire, déjà, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Comment quelqu'un qui se marie à la mairie de Cocody peut ensuite facilement aller se marier Alors, ce n'est pas si facile. À Zuenoula ou à Fresco. Tout à fait. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément facile. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est facile. Je dis facile. Oui, non, je comprends tout à fait. Mais je veux dire que c'est parce que, justement, il y en a qui ne vont pas jusqu'au bout de la procédure. Il y a des personnes arriver jusqu'à inscrire sur son extrait date de naissance le fait qu'on a divorcé, par exemple. Ou bien on est veuf, on n'a pas obtenu en fait des éléments, on n'a pas produit l'acte de décès, ou alors on a purement et simplement jamais mis à jour son extrait date de naissance après le mariage. Donc si on a l'extrait date de naissance, ne figure pas. Donc on a cet extrait qu'on utilise toujours. Malheureusement, je sais que des efforts sont en train d'être faits pour que la centralisation intervienne, mais tous nos états civils ne sont pas forcément centralisés. On n'a pas forcément les mêmes informations partout au même moment. Et c'est ce qui permet que certaines personnes mal intentionnées se glissent dans ces failles-là. Voilà. Donc, c'est peut-être ce qui pourrait justifier le fait que quelqu'un quitte Abidjan. Et c'est pour ça que ces personnes-là vont très loin souvent. Parce qu'on se dit que si c'est à Abidjan, on peut m'attraper. Et si je vais très loin, ou alors quand je sors de la Côte d'Ivoire, là, c'est peut-être une sorte d'Eldorado, puisque là-bas, bon, personne ne sait, et puis voilà. Donc, malheureusement, il y en a qui font du faux aussi parfois pour pouvoir le faire. Mais ce qui est bien, c'est que la loi prévoit tout ça. Et même l'officier d'état civil qui sait et qui vous accompagne dedans, il risque aussi des sanctions. Mais je pense qu'on va en parler par la suite. Justement, par la suite, on en parlera normalement. Et pour le cas pratique 3 qu'on propose, c'est le cas de Aminata, qui épouse un homme qui lui cache qu'il est déjà marié. Et après quelques années, elle découvre la vérité. Donc, que devient ce mariage juridiquement? Alors, dans le cas d'Aminata, désolé pour elle, le mariage, bien sûr, il est entaché de nullité. Maintenant, pour faire valoir cette nullité-là, ou pour qu'elle puisse, pour que le mariage soit déclaré nul, il faut faire une procédure judiciaire. Donc, elle a une procédure de justice, donc une action en déclaration on demande en fait que le juge prononce la nullité ou l'annulation du mariage pour bigamie. Donc ce qu'elle fait, c'est de demander en fait au juge, en disant qu'un premier mariage existe déjà, elle a cette possibilité-là, mais il y a également toute personne intéressée. Dans la question de la bigamie, il y a la protection de l'ordre public matrimonial. Donc, nous, les Kwakwato autour, si on a l'information... La question à la mairie, avant la célébration du mariage, où on dit si quelqu'un... Alors, on ne pose plus vraiment... Pardon, on ne pose plus vraiment cette question-là. Mais il y a plutôt ce qu'on appelle l'opposition. Donc, c'est pour ça qu'on fait maintenant la publication des bons. Donc, la publication des bons, voilà, exactement, permet à ceux qui ont l'information de venir le faire. Comme l'avaient dit les Kwakwato. Les Kwakwato, nous autres. Donc, quand on a cette information-là, on sait que monsieur, le mari de Aminata, par exemple, est déjà dans les liens du mariage. On a l'obligation, les gars, ce n'est pas fait du Kwakwato, c'est normal. On a mais pour le bien de Aminata, justement, donc, on a l'obligation de dénoncer. Et si elle veut donc le sort pour son mariage, c'est plutôt de saisir le juge pour demander l'annulation de ce mariage-là. Et comme ici, on va dire peut-être qu'elle ne savait pas, il y a ce qu'on appelle le mariage putatif. Donc le mariage putatif, c'est un mariage qui est déclaré nul en principe, mais qui va produire des effets vis-à-vis des enfants et de l'époux de bonne foi. Si enfant il y a, bien sûr. Donc vis-à-vis des enfants et de l'époux de bonne foi. Donc celui qui allait celui qui ne savait pas. Voilà. Donc, le cas d'Aminata. Donc pour elle, par exemple, c'est vrai que le mariage sera déclaré nul. Parce que quand il est déclaré nul, on fait comme si le mariage n'existait pas. Et c'est différent du divorce. À partir de là, quand elle obtient l'annulation du mariage, elle pourra profiter des avantages du mariage comme si on mettait fin au mariage, pas comme si on annulait, pour elle seule.
vu que c'est elle qui est de bonne foi. Pour l'autre qui n'est pas de bonne foi, bon, il subit les conséquences comme tout le monde. Sandrine Ado. D'accord. Donc, Aminata s'en va devant l'officier d'état civil. Pas devant l'officier, devant le juge. C'est une procédure judiciaire. Ok, donc devant le juge, elle dit que voilà, elle ne savait pas que le monsieur était marié, il a épousé. Le mariage est annulé. Elle demande l'annulation donc du mariage. Ok, donc ces enfants, ils vont profiter des avantages. Ils seront considérés au mariage. Voilà. Oui. Si par exemple dans le mariage, ils sont reconnus légalement. Légalement, avec tous les avantages que la filiation légitime donne. Eux, ils ont ce droit-là. Et Aminata, vous avez dit, elle va profiter de quel avantage? Des avantages. Par exemple, on va considérer que le mariage a existé. Donc, s'il y avait un régime matrimonial, on va dissoudre le régime matrimonial. Si c'est la communauté de biens, on va partager la communauté de biens. Si c'est la séparation avec l'épouse légitime. Bon, l'épouse légitime, on va mettre son cas de côté pour l'instant. Non, mais on partage quoi, en fait? En fait, on partage les biens qu'elle aura acquis avec le mari. Ok. Bon, son donc, prétendu ont acheté mari. Une maison ensemble, on va considérer qu'ils étaient sous le régime de la communauté de biens. Parce qu'en principe, dans la question de la nullité, ce qui se passe quand le mariage est annulé, c'est qu'on fait rétroagir. On fait comme si rien n'avait existé. Donc, chacun reprend ses biens. On ne va pas faire de partage au sens du régime matrimonial. On va simplement dire que, bon, tu avais ça, tu récupères ta chose. Or, quand il y a le régime matrimonial, il y a les biens qui se mélangent, il y a l'accroissement d'une part, la diminution d'une autre part. Donc, pour elle... Donc, s'il avait acheté une voiture pour elle, elle conserve la voiture. Elle conserve la voiture. S'il a acheté une maison, elle conserve la maison. S'il avait acheté la maison, on va considérer que c'est un bien commun s'il l'a acheté avec son salaire, par exemple. Donc, on va partager, elle aura sa part. C'est différent de si elle n'était pas de bonne foi. Dans ce cas-là, on aurait simplement considéré que, voilà, chacun récupère sa part. Si c'est lui, sa maison, il reprend et tout. Donc, les avantages liés au mariage, elle les garde. Et celui qui est de mauvaise foi, il n'a rien. Bon, en tout cas, c'est lui le fautif dans l'affaire. Voilà, c'est ça. Donc, il est sanctionné, mais durement. Mais c'est surtout de bonne foi pour le conjoint. Il faut préciser. Mais bon, je veux dire, comment on sait que le conjoint est de bonne foi? Bon, sur la déclaration, la personne peut déclarer, mais parfois on fait des enquêtes. On va entendre les gens autour. Par exemple, on va vous dire que l'épouse a appelé 2 fois, 3 fois. Vous n'allez pas dire que je ne savais pas. Bon, elle a appelé, elle a dit, bon, j'ai cru que c'était quelqu'un qui me faisait un canular. Ça ne marche pas. Donc il y a des éléments, il y a quand même des enquêtes. On entend, on peut appeler des gens pour intervenir, pour pouvoir écouter les autres et tout. OK. Cas pratique 4. Hein? Donc, les enfants issus d'un mariage annulé, donc des enfants sont nés du second mariage qui est ensuite annulé pour bigamie. On l'a dit, ça vous y avez répondu. Ont-ils des droits envers leur père? Quand le mariage est annulé, bon, c'est clair qu'on l'a dit, ils ont tous les droits légaux, mais est-ce qu'ils peuvent prétendre après, par exemple, à aller habiter chez leur père? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le cas des enfants, la loi a toujours protégé les enfants. Donc, ils n'ont pratiquement rien à voir avec vos situations. C'est vous les majeurs, c'est vous les adultes, c'est vous qui avez pris vos décisions. Donc, l'enfant, vis-à-vis de celui à l'égard de qui sa filiation est établie, il ne perd jamais ce droit d'aliment. Un exemple, si par exemple vous avez été déchu de l'autorité parentale parce que vous avez fait quelque chose de vraiment mauvais, vous ne pouvez plus exercer vos droits d'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant. Mais l'enfant garde son droit d'aliment vis-à-vis de vous. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé de vous en occuper, même si vous ne donnez pas ou vous n'avez pas d'avis sur la direction de sa vie. Donc, c'est sa mère seule qui... Voilà, par exemple, sa mère, ou bien s'il y a un autre parent, si la mère n'est plus là, le juge des tutelles pourra désigner un tuteur légal et tout ça. Mais le cas des enfants, c'est toujours une protection bien stricte. Ils conservent leur droit d'enfant légitime, ils ont droit à la succession, ils bénéficient de la garde, de l'entretien, de Mais le père n'a plus rien à dire en ce qui concerne. Non, ici, il n'a pas perdu son droit. Ici, dans le cas de la nullité, il n'a pas perdu son droit. Il a simplement perdu son droit d'être reconnu comme le père légitime, au regard de la loi, mais il en reste le père, avec tous les attributs qu'il faut. Il y a trop de subtilité. Je réponds. Je réponds sur la question. C'est-à-dire que l'enfant est né, en principe, dans un mariage. Par la suite, le mariage a été déclaré nul. L'enfant ne perd aucun droit. Oui, il conserve ses droits. Donc, il conserve ses droits vis-à-vis de son père. Son père, en retour, est tenu d'exercer vis-à-vis de lui toutes les obligations qui découlent de l'autorité parentale. Donc, pratiquement, entre l'enfant et le père, rien ne change. L'enfant a toujours son devoir d'aliment vis-à-vis de son père. Le père a l'obligation de s'occuper de l'entretien. Il vient à sa succession. Tout ce qui était prévu pour un enfant, ça marche.
Parce que n'oublions pas qu'il s'agisse d'un enfant naturel ou d'un enfant légitime. Oui. Voilà, bon, le thème n'est plus hésité. On dit l'enfant né en mariage. OK. J'actualise mes fichiers en même temps. Donc, on continue en fait de protéger l'enfant, peu importe la situation. C'est dans le mariage, c'est les droits plutôt découlant du mariage qui seront restreints au niveau du père fautif ou du mari fautif si c'est lui qui était de mauvaise foi. Parce qu'il peut arriver que les femmes sont aussi de mauvaise foi. Bon, OK. Voilà. Et pour terminer, pour le cas pratique simple, quelles sont les conséquences pénales encourues par l'auteur, le bigame, le fautif? D'accord. Alors, pour celui qui est poursuivi pour bigamie, il encourt 6 mois à 3 ans d'emprisonnement. Wow. C'est beaucoup. C'est beaucoup et ce n'est pas quelque chose à faire. Donc, en plus, de l'autre côté, l'annulation du mariage, c'est purement au plan civil. Le mariage est annulé, les effets, il ne pourra pas profiter des effets du mariage s'il est de mauvaise foi, mais s'il est de bonne foi, il pourra avoir les avantages. Mais quand on arrive au niveau pénal, on risque une sanction de 6 mois à 3 ans. Justement, quand on arrive au niveau pénal, est-ce que c'est après plainte de son épouse légale ou bien le procureur peut se saisir? Le procureur peut se saisir. Dans le cas, on lit rapidement l'article qui n'est pas très long. Voilà, pour que quiconque étant engagé dans les liens du mariage, c'est l'article 455 du Code pénal, quiconque étant engagé dans les liens du mariage en contracte un autre avant la dissolution du précédent est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs. À payer à qui? L'amende, c'est pour le compte de l'État. C'est l'État qu'on a blessé en griffe. Et surtout, l'officier d'état civil qui prête son ministère à ce mariage en connaissant l'existence du précédent est condamné à la même peine. Et la tentative est punissable. C'est-à-dire que vous tentez de le faire, vous n'y arrivez pas. Et quand on vous attrape, vous êtes puni également. Bon, dans tous les cas, vous êtes puni. Vous êtes puni. Donc ça veut dire, pas le faire. Exactement, la peine est lourde. Il faut faire attention. Et surtout, quand on était dans une relation, dans un mariage précédent, il faut s'assurer que toutes les règles prescrites par la loi ont été respectées avant d'aller entamer une nouvelle union. Sandrine Adon, je pense que comme moi, les téléspectateurs auront bien compris que la bigamie, ce n'est pas à faire. Et surtout, avant de s'engager dans une autre union, il faut s'assurer que toutes les procédures, exactement, de la première. C'est ça. Et surtout que la décision a été prononcée, on ne sait jamais. Les gens que la décision a été prononcée et que ça a été inscrit là où il faut. Voilà. Allez, merci infiniment de nous avoir suivis. J'espère que vous avez bien compris le cours que Sandrine Adon nous a prodigué vers la fin de cette émission. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On va se retrouver demain dès 6 h du matin pour un autre numéro de votre émission. Allez, bonne journée sur les chaînes du groupe RTI. Merci à Gerson en haut et à toute l'équipe et à tous ceux qui étaient ici en plateau et à tous ceux qui se sont succédés pour nos rubriques. Allez, merci. Le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions.